Bonjour, docteur Zamaria. Merci de Bonjour. vous prêter à l'exercice, au jeu de l'interview. Je vous interviewe aujourd'hui dans le cadre de la publication de votre livre aux éditions Marcopiéteur, Votre santé au bout de la fourchette, qui revient un petit peu, ben voilà, avec le sous-titre, pardon, Inflammation et maladies chroniques, intolérance alimentaire, allergie, impact sur la santé physique et émotionnelle. Voilà, si vous pouviez nous retracer un petit peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre. Alors, je suis biologiste médical, titulaire de 3 doctorats, dont un doctorat d'État en sciences, option nutrition. En 1986, j'ai créé un laboratoire de biologie médicale à Paris et au sein duquel j'avais développé un secteur dédié aux explorations biologiques en nutrition et ce, en relation avec les facteurs toxiques de l'environnement, comme le dosage des métaux lourds dans les milieux biologiques. Et parallèlement, je continuais à faire des recherches, les publier dans des revues scientifiques et médicales. Et j'étais enseignant à la faculté de médecine de Paris, de Nice et de Bruxelles. Euh, Concernant pourquoi j'ai écrit ce livre, j'ai écrit ce livre pour partager avec le lecteur une riche expérience singulière dans le domaine de la nutrition, qui est un domaine passionnant et qui est peu connu par le grand public et même par une partie du corps médical. Grand merci. Et enfin voilà, si vous deviez présenter votre livre, qu'est-ce qu'on peut Alors, retrouver dans ce livre? Dites-moi. alors, ce livre est adressé au grand public, il est facile à lire, Mhm. mais même le corps médical peut trouver des renseignements utiles dans leur exercice quotidien. Euh, il contient 20 chapitres qui peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Il y a plus de 350 références bibliographiques récentes. J'ai mis plus d'1 an à plein temps pour écrire ce livre. Euh, il couvre pratiquement tous les domaines liés à l'alimentation et à la nutrition humaine euh, Mhm. dans le cadre de la prévention de ces maladies et de leur prise en charge micronutritionnelle. Ok. Mais si vous voulez, le mieux, c'est de vous présenter les premiers chapitres qui sont consacrés à l'histoire de l'alimentation humaine et comment l'alimentation a contribué à l'émergence de l'espèce humaine. Ouais. Euh, il y a une fausse idée reçue que l'homme descend du singe. En réalité, les chimpanzés et les humains ont un ancêtre commun. Cet ancêtre commun, c'est une femelle, ou plutôt des femelles. Certaines ont donné naissance aux chimpanzés et d'autres ont donné naissance au genre Homo, le nôtre. Ok. Et l'alimentation a contribué considérablement à l'évolution du volume du cerveau humain et de son intelligence. Les premiers hominidés avaient une alimentation proche des grands singes d'aujourd'hui, c'est-à-dire exclusivement végétarienne. Et ensuite, l'homme a découvert la viande, d'abord la viande crue. Cette viande crue a apporté des acides aminés, des protéines et de minéraux qu'on ne trouve pas en abondance dans les végétaux, notamment le fer, la vitamine B12. Ceci a favorisé le développement et l'intelligence du cerveau humain. En même temps, lorsque l'homme a commencé à pêcher, avec le contact avec le monde marin et les poissons, les crustacés, euh, ils lui ont apporté des acides gras oméga 3, également de l'iode, du zinc et du phosphore, qui ont à leur tour contribué au développement du cerveau humain. Et ensuite, une grande découverte, c'était la découverte du feu il y a 500 000 ans. Et l'homme a Mhm. découvert le feu simultanément dans 3 endroits différents, en Afrique du Sud, dans le sud de l'Europe et à l'est de Pékin.
Et quand il a découvert le feu, il a commencé à cuire ses aliments. Donc, il y avait moins de substances alimentaires contaminées par les agents infectieux. Et ceci a contribué à la réduction à la fois de la taille des dents et de l'intestin. Lorsque la taille de l'intestin s'est réduite eh bien, les micronutriments, les vitamines, les minéraux sont mieux absorbés, ce qui va aller pour développer le cerveau. Donc, nous voyons que l'alimentation a contribué considérablement au développement du cerveau humain. Le cerveau humain a triplé de volume entre les premiers homininés et notre genre Homo sapiens. Et en développant son cerveau, l'homme a développé également son intelligence. Ok. Alors, dans le livre, il y a 2 chapitres qui retracent l'histoire de l'alimentation humaine. Euh, que mangeaient nos ancêtres, Homo sapiens, quand ils sont apparus il y a 300 000 ans en Afrique, et ensuite au Paléolithique, il y a 45 000 ans, lorsqu'ils sont arrivés en Europe. Au Paléolithique, Homo sapiens était en bonne santé grâce à une bonne alimentation équilibrée, ce qui lui a permis de conquérir la planète entière en peu de temps, en marchant et en utilisant les bateaux, puisque les bateaux ont été inventés à cette époque-là, il y a 40, 50 000 ans. Ensuite, dans le livre, je décris ce que mangeaient les humains il y a 10 000 ans au néolithique, lorsqu'ils se sont sédentarisés. Ils ont découvert l'agriculture et l'élevage. Ensuite, ce qu'était l'alimentation dans l'Antiquité, chez les anciens Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Gaulois, au Moyen Âge, à la Renaissance, lorsque on a découvert l'Amérique et l'Amérique nous a apporté de nouvelles saveurs, de nouveaux aliments, de nouvelles végétaux. Et enfin, au XXe siècle, où les choses se sont profondément modifiées, nous verrons ça dans quelques instants, et dans le livre, je décris également quelle sera notre alimentation dans les années à venir et qui se prépare d'ores et déjà dans les laboratoires des industriels. Au XXe siècle, l'humanité comptait à peu près 1,3 milliard d'individus. En 2022, nous sommes 8 milliards. Donc, une progression de plus de 500%, chose inédite dans l'histoire de l'humanité. Donc, il fallait nourrir ces 7-8 milliards d'individus. Donc, les industriels de l'agroalimentaire ont eu recours à l'agriculture intensive et à l'usage de produits phytosanitaires, des pesticides, des insecticides, des fongicides, des métaux lourds, des organismes génétiquement modifiés. Et ceci a eu des impacts sur plusieurs niveaux. Impact sur l'environnement avec contamination des sols, contamination des animaux, contamination des humains. Impact également sur la biodiversité, où on constate aujourd'hui une diminution drastique des abeilles. Et je rappelle que les abeilles sont responsables de 75% de la pollinisation et un impact également sur la santé. Les études épidémiologiques, les scientifiques ont démontré qu'il y a un lien entre l'apparition de certains cancers, notamment le cancer du sein, le cancer de la prostate chez la femme et l'usage de ces produits phytosanitaires. Aussi, on s'est rendu compte que le nombre des spermatozoïdes chez les hommes a diminué considérablement ces 40-50 dernières années et ce sont ces produits phytosanitaires qui sont pointés du doigt. Et enfin, on sait également que ces produits phytosanitaires sont impliqués dans certaines maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. D'ailleurs, cette maladie en France est reconnue comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs qui sont en contact avec ces produits phytosanitaires. Alors, d'après l'OMS, il y aurait aujourd'hui 3 milliards 500 millions de personnes sur notre planète qui souffrent de malnutrition. 1 milliard qui sont sous-nutris, 1 milliard qui n'ont pas d'apport suffisant en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, et 1 milliard 500 millions de personnes, c'est le paradoxe, souffrent de surcharge pondérale et d'obésité. Alors, les causes sont multiples.
l'usage des aliments ultra transformés, trop sucrés, trop salés, trop raffinés, l'usage de pesticides, de colorants, de métaux lourds, des OGM et aussi des aliments qui viennent de tout pays et en toute saison. Et ceci a indiscutablement euh, un impact sur la santé avec l'augmentation, malgré les progrès médicaux, malgré les diagnostics, malgré les traitements, on constate qu'il y a une forte augmentation de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies auto-immunes et à plus long terme, des maladies neurodégénératives. Vous parlez dans votre livre d'une alimentation saine, équilibrée pour préserver la santé. Donc, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur ce Alors, sujet-là. pour une alimentation saine et équilibrée, elle doit être diversifiée avant tout avec des produits locaux, de préférence bio et de saison. Elle doit apporter les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments en fonction des besoins de chacun. S'agit-il d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, d'une personne âgée? Donc, il faut adapter en fonction de l'âge. Il faut également adapter en fonction des conditions physiologiques. S'agit-il d'une femme enceinte? S'agit-il d'un sportif de haut niveau? Ou s'agit-il de quelqu'un qui a une maladie, que ce soit un diabète ou un cancer, une maladie auto-immune? Donc, il faut adapter son alimentation en fonction de ses besoins. Mais s'il y a un régime que je conseille fortement aux lecteurs, c'est de s'inspirer du régime méditerranéen qui a fait ses preuves dans de très nombreuses études scientifiques. Premièrement, il protège contre toutes ces maladies chroniques et je le décris dans mon livre comment l'appliquer d'une façon facile et aisée dans la pratique quotidienne. Ce régime méditerranéen est aujourd'hui, il fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2013. Mhm. Ensuite, dans le livre, vous abordez, enfin, vous consacrez tout un chapitre aux bienfaits de la chrononutrition pour maintenir le poids. Donc, si vous saviez nous expliquer un petit peu plus ce qu'est la chrononutrition et son impact sur le poids. Alors, la chrononutrition, c'est une discipline médicale récente. Euh, Son principe est le suivant. Il faut consommer le bon aliment à la bonne quantité et au bon moment de la journée. Car les enzymes digestives, les hormones digestives ne fonctionnent pas de la même façon en fonction de l'heure de la journée. Les lipides, par exemple, il vaut mieux les consommer le matin. Les protéines à midi. Les sucres, pas après 18 heures. Et de préférence, les sucres lents. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous consommez au petit déjeuner des œufs avec une noisette de beurre, eh bien, le cholestérol, les enzymes qui sont censées métaboliser le cholestérol, le matin sont très actifs. Donc, il n'y aura pas d'excès de cholestérol. Et même, on s'est rendu compte que le cholestérol s'améliore, le HDL cholestérol s'améliore, et même les triglycérides diminuent. Donc, il y a une amélioration du bilan lipidique lorsque on consomme les lipides le matin. Les mêmes œufs consommés le soir, eh bien, les enzymes qui sont responsables de leur métabolisme sont au ralenti. Du coup, on constate qu'il y a une augmentation du cholestérol total et des triglycérides et même une augmentation du mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL cholestérol. Donc, dans le livre, je décris à quel moment de la journée il vaut mieux de consommer tel ou tel autre aliment pour deux raisons. La première, éviter la surcharge pondérale, éviter des calories en surplus qui ne sont pas éliminées et en même temps éviter ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. L'inflammation de bas grade, c'est une inflammation à minima, mais on sait aujourd'hui que cette inflammation à minima, quand elle s'installe, elle ouvre la porte à pratiquement toutes les maladies humaines sans exception. L'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., etc. Donc, appliquer la chrononutrition, pour moi, est importante et je propose dans mon livre une notion nouvelle,
c'est d'appliquer le régime chronoméditerranéen, c'est-à-dire appliquer au régime méditerranéen la chrononutrition. Et c'est comme ça qu'on a le régime idéal, premièrement, pour vivre longtemps en bonne santé et éviter, au cours du vieillissement, l'apparition de maladies chroniques. Super. Et si vous saviez nous parler un petit peu plus du microbiote intestinal et de son implication en cas de déséquilibre dans de nombreuses maladies, comment est-ce qu'on l'explique? Alors, le microbiote, autrefois, le microbiote intestinal, autrefois, on l'appelait la flore intestinale. Mhm. Le microbiote, c'est 100 000 milliards de bactéries qui se trouvent dans notre tube digestif. Il joue un rôle très, très, très important. Premièrement, le microbiote, il va assimiler les fibres. Nous, les humains, nous n'avons pas les enzymes pour assimiler les fibres qui se trouvent dans les végétaux et dans les légumes. Donc, c'est grâce à notre microbiote intestinal qu'on va assimiler les fibres. Et quand le microbiote assimile les fibres, il va produire des substances qui nous sont très utiles, qu'on appelle les butyrates, les propionates, les acétates, etc. Ces butyrates jouent un rôle très important à améliorer le métabolisme des glucides, pour éviter éventuellement un diabète, pour améliorer le métabolisme des lipides, pour éviter éventuellement l'excès de cholestérol, et en même temps, on le sait maintenant, qu'ils nous protègent contre le cancer du côlon. Donc, il joue un rôle très important. Et deuxièmement, le microbiote va améliorer la qualité de nos défenses immunitaires, puisque 70 à 80% du système immunitaire se trouve dans le tube digestif. Et c'est grâce à notre microbiote que ce système immunitaire se maintient en alerte, en bonne fonctionnalité. Troisièmement, le microbiote va préserver la qualité de la muqueuse intestinale. Notre muqueuse intestinale joue un rôle très important, c'est de filtrer les nutriments qui ont été assimilés, c'est-à-dire filtrer les vitamines, les minéraux, les acides aminés pour qu'ils passent dans la circulation et aller nourrir nos cellules et nos tissus. Donc, grâce à notre microbiote, quand il est riche et équilibré, il va assumer toutes ses fonctions vitales. En même temps, le microbiote joue un rôle très important pour synthétiser des substances qui nous sont très utiles, comme par exemple les vitamines du groupe B. C'est notre microbiote qui va les synthétiser. Il va synthétiser la vitamine K, qui joue un rôle très important dans la coagulation. Bref, le microbiote, aujourd'hui, grâce à ses fonctions multiples, très importantes, est considéré comme un organe à part entière, comme un organe noble, comme le foie, comme le cœur et comme le cerveau. Euh, et on sait aussi que de l'équilibre de ce microbiote qui se trouve dans notre écosystème intestinal, l'écosystème intestinal est composé en fait d'une triade, le microbiote intestinal, le système immunitaire et la paroi intestinale. Lorsque le microbiote intestinal est riche et équilibré, eh bien, notre système immunitaire fonctionne bien. Et la paroi intestinale, elle est étanche et elle ne laisse pas passer de substances nuisibles dans l'organisme. Donc, pour avoir cet ensemble en équilibre, il faut que notre alimentation soit équilibrée. Lorsque notre alimentation est équilibrée, le microbiote est enrichi et il est en équilibre et il assume pleinement ses fonctions. À l'inverse, lorsque il y a un déséquilibre de l'écosystème intestinal et que le microbiote a perdu son équilibre, a perdu de sa richesse, eh bien, on parle dans ce cas-là d'une dysbiose. Donc, la dysbiose, c'est une terminologie nouvelle qui désigne un déséquilibre du microbiote intestinal. Alors, quelles sont les raisons? Premièrement, je l'ai évoqué, c'est un déséquilibre alimentaire. Deuxième raison d'une dysbiose, c'est l'usage abusif d'antibiotiques. Troisième raison, c'est les produits toxiques de l'environnement qui s'aventurent dans notre tube digestif, les agents infectieux, etc., les produits toxiques, le stress chronique, la sédentarité. Toutes ces situations sont propices à créer une situation de dysbiose. Mais heureusement, notre microbiote
a une grande capacité à retrouver son équilibre. On appelle ça une résilience. La résilience, c'est lorsque le microbiote, même à la suite d'une antibiothérapie, il a été un peu perturbé, mais il va retrouver son équilibre grâce à cette résilience. Mais si les conditions perdurent, si notre alimentation est tout le temps déséquilibrée ou on est stressé d'une façon chronique, pas d'activité physique, eh bien, à un moment donné, la dysbiose va s'installer. Et quand elle s'installe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les défenses immunitaires s'affaiblissent. Le système immunitaire fonctionne moins bien. Et en même temps, lorsqu'il y a une dysbiose, eh bien, ceci va fragiliser la paroi intestinale et qui va perdre son étanchéité. Donc, elle va devenir poreuse. On parle d'une hyperperméabilité intestinale. Donc, cette situation, elle va aboutir à l'apparition d'une inflammation de bas grade. Pourquoi on l'appelle de bas grade? Parce que les examens biologiques classiques ne montrent rien. Mais en réalité, elle est présente, cette inflammation. Et quand il y a une inflammation, ceci induit ce qu'on appelle un stress oxydant. Le stress oxydant, c'est l'oxydation des molécules biologiques et des tissus. Donc, quand il y a une inflammation, quand il y a un stress oxydant, les deux phénomènes cohabitent ensemble et vont entraîner l'apparition de pratiquement toutes les maladies chroniques, puisque l'inflammation et le stress oxydant, c'est le point de départ de très nombreuses maladies chroniques, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, maladies auto-immunes, etc., etc. Alors là, nous avons une représentation d'une muqueuse intestinale à gauche, elle est saine, et à droite, c'est une muqueuse qui a perdu de son étanchéité. Donc, on voit que les cellules sont espacées et ceci est lié à la dysbiose, à l'équilibre du microbiote intestinal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Des produits toxiques de l'environnement risquent de passer de la barrière intestinale pour aller dans la circulation sanguine. Il y a des agents infectieux, des bactéries, des virus, des champignons qui, à leur tour, risquent de passer la barrière intestinale pour aller dans la circulation sanguine, ou parfois des antigènes alimentaires qui n'ont pas été assimilés, ils vont passer la barrière intestinale et entraîner soit des intolérances alimentaires, soit un début d'une maladie auto-immune. Donc, bref, lorsque la muqueuse intestinale perd son étanchéité, elle devient poreuse, eh bien, ça ouvre la voie à de très nombreuses maladies chroniques et dégénératives. En même temps, s'il y a des substances indésirables qui passent dans la circulation sanguine, ils risquent d'aller vers le cerveau. Mais notre cerveau, il est préservé par une membrane qu'on appelle la membrane hémato-encéphalique qui le protège. Mais si on ne fait rien et sur le long terme, ces substances indésirables qui circulent dans la circulation sanguine risquent de venir taper sur la membrane hémato-encéphalique, la fragiliser. À son tour, elle va perdre son étanchéité, elle devient aussi hyperperméable comme la paroi de l'intestin, et toutes ces substances indésirables vont se trouver dans le cerveau. Ceci va entraîner une neuroinflammation, et cette neuroinflammation va être traduite par une dépression chronique. Elle peut être traduite par des maladies style neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, ou des maladies psychiatriques style paranoïa, schizophrénie, autisme. Toutes ces maladies chroniques du cerveau ont en commun, d'une part, une fragilité de la membrane hémato-encéphalique, une fragilité de la membrane de l'intestin. Donc, nous voyons que de l'intestin part énormément de maladies et que nous avons tout intérêt à avoir un microbiote en équilibre, et on ne peut l'obtenir que lorsque notre mode de vie est équilibré avec une alimentation équilibrée. Alors, aujourd'hui, on sait par exemple que dans toutes les maladies chroniques, sans exception, il y a une dysbiose. Et beaucoup de scientifiques n'hésitent plus à parler qu'il s'agit d'une nouvelle médecine. Parce qu'on sait par exemple, dans le diabète, le microbiote a un profil tout à fait typique.
chez les obèses, ils ont un microbiote qui est caractéristique. Et dans pratiquement toutes les maladies humaines, sans exception, il y a une dysbiose. Alors, la question qui se pose, est-ce que cette dysbiose qui est à l'origine de la maladie ou c'est la maladie qui retentit sur la dysbiose? Vraisemblablement, l'un influe l'autre et il y a une interréaction entre l'un et l'autre. Alors aujourd'hui, il y a des examens biologiques simples qui permettent de faire le diagnostic d'une dysbiose. Il y a un examen d'urine qu'on appelle l'indoxylsulfate qui permet de dire s'il y a une dysbiose bactérienne, c'est-à-dire si le déséquilibre est lié à des bactéries. Il y a un test sanguin, c'est la sérologie des candidoses, qui nous permet de dire s'il y a un déséquilibre lié à une prolifération anormale des champignons, des levures de la famille Candida. Et enfin, ces deux tests sont peu coûteux et peuvent être réalisés dans des laboratoires spécialisés. Et il y a un test aussi qui est plus récent, qui consiste à étudier la génétique des bactéries dans les selles. Donc, c'est ça la métagénétique. On peut avoir le profil génétique du monde bactérien intestinal de l'individu et dire s'il y a un déséquilibre et à quel niveau il se situe. Alors, la question aussi qui se pose maintenant, comment on met en évidence une dysbiose chez un individu, comment faire pour ramener à l'équilibre? Premièrement, avant tout, il faut équilibrer son alimentation et je décris d'une façon très détaillée la façon comment on équilibre son alimentation. Et deuxièmement, il faut bien nourrir le microbiote. Le microbiote, il se nourrit avec des substances qu'on appelle les prébiotiques. Donc, les prébiotiques, c'est un terme qui désigne les nutriments pour que le microbiote puisse se nourrir. Ce sont des êtres vivants comme tout le monde, ils ont besoin de nutriments. Donc, c'est les prébiotiques qui vont nourrir nos bactéries intestinales. Alors, où on les trouve, ces prébiotiques? Les prébiotiques, on les trouve dans les fibres des végétaux, on les trouve aussi dans les fruits frais, dans les fruits secs, dans les fruits à coque, on les trouve aussi dans les légumineuses, dans les céréales complètes et dans les épices, les aromates et les condiments. C'est pour cela, ces substances, il faut en user et abuser parce que c'est des aliments santé qui vont bien nourrir et bien équilibrer notre microbiote intestinal pour qu'il puisse assumer ses fonctions d'une façon optimale. En même temps, il faudrait qu'on apporte à notre microbiote des probiotiques. Alors, les probiotiques, ce sont des bactéries amies qui viennent en renfort pour enrichir notre microbiote intestinal. Ces probiotiques, on les trouve dans certains aliments qu'il faut favoriser. Et ces aliments, par exemple, c'est le yaourt fermenté, la choucroute, les olives sont riches en probiotiques. La soupe miso qu'on trouve dans les soupes dans les restaurants japonais de qualité. Aussi, le pain au levain. Toutes ces substances, il faut les consommer parce qu'elles sont riches en probiotiques et ces bactéries amies vont venir renforcer et augmenter le patrimoine génétique de nos bonnes bactéries intestinales qui nous font tant de bien pour maintenir notre santé. Dans le livre, vous parlez de la fréquence des intolérances alimentaires. On pense par exemple au gluten ou au lactose. Qu'est-ce qui les différencie des allergies alimentaires? Très bonne question parce que les intolérances alimentaires et les allergies sont deux choses totalement différentes et il y a une grande confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes. Les allergies alimentaires, elles touchent à peu près 6% des enfants. Et quand ces enfants vont atteindre l'âge de l'adolescence, la moitié vont guérir spontanément parce que leur système immunitaire va atteindre la maturité. Il reste à peu près 3% de ces enfants qui vont rester allergiques parce que ceux-là ont une anomalie génétique. Cette anomalie génétique touche certains globules blancs, notamment ceux qu'on appelle les TH1 et TH2 qui sont en déséquilibre. Et ces individus, on les appelle les atopiques. Lorsque
on a une allergie alimentaire. Aujourd'hui, les allergologues ont fait énormément de progrès. Ils arrivent à désensibiliser certaines allergies et ces individus peuvent retrouver une vie tout à fait normale. Par contre, la différence sur le plan manifestation clinique est très différente entre une allergie et une intolérance alimentaire. Lorsqu'on a une allergie, la réaction est brutale, elle est rapide. Dans la demi-heure qui suit l'ingestion d'un aliment auquel on est allergique, maximum 2 heures, il y a une réaction brutale qui peut être de l'ordre digestif, cutané, respiratoire, jusqu'au cas rare d'un choc anaphylactique sévère qui nécessite une hospitalisation. Par contre, les intolérances alimentaires, il n'y a aucun facteur génétique. Elles sont liées à des facteurs environnementaux. Ça peut toucher tout un chacun. Aujourd'hui, les études montrent que à peu près 60%, je dis bien 60% de la population ont une forme d'intolérance alimentaire plus ou moins atténuée, plus ou moins prononcée en fonction des individus. Ces intolérances sont liées essentiellement à la perte de l'étanchéité de la muqueuse intestinale. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque l'intestin devient comme une passoire, les aliments vont passer illégalement la barrière intestinale et entraîner une inflammation locale digestive. Ceci va entraîner des symptômes digestifs, c'est-à-dire ballonnement, gaz, flatulence, diarrhée, constipation, parfois ballonnement, parfois diarrhée, parfois gaz, et c'est sournois. Et les symptômes reviennent pas immédiatement après l'alimentation, après avoir consommé l'aliment, mais tardivement, 2, 3 jours après, contrairement à l'allergie où la réaction est rapide, brutale. Alors, les symptômes que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, qui en France touche à peu près 10 millions de personnes. Ou ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle, c'est la même chose. Et ceci est lié à cette inflammation de bas grade au niveau de la paroi intestinale. Mais lorsque les facteurs inflammatoires de l'intestin migrent par la voie sanguine ou lymphatique, ils risquent de se trouver dans des organes loin du tube digestif et entraîner des signes cliniques différents du côlon irritable. Ça peut être des migraines, ça peut être une surcharge pondérale, ça peut être de l'eczéma, de l'asthme, ça peut être des problèmes ORL chroniques, sinusite, otite, ça peut être des troubles émotionnels, hyperactivité chez les enfants, autisme, maladies psychiatriques, etc., etc. Et on s'est rendu compte, lorsqu'on fait un test des intolérances alimentaires, où on va chercher les produits laitiers, les céréales, les œufs, les oléagineux, etc., et qu'on supprime ces aliments pendant 3 à 6 mois, et qu'en même temps, on corrige la dysbiose, parce que tout part de la dysbiose, et qu'on ramène à l'étanchéité la paroi intestinale pour qu'elle redevienne à nouveau étanche. Parce que quand on se trouve dans cette situation, elle a déjà perdu son étanchéité. Il y a des substances à base d'acides aminés, comme la L-glutamine, dont le rôle est de renforcer la qualité de la muqueuse intestinale pour qu'elle retrouve son étanchéité. Eh bien, et au bout de 3 à 6 mois d'exclusion de ces aliments, et quand on fait ces corrections, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate dans l'immense majorité des cas, dans toutes ces pathologies, que les gens se sentent beaucoup mieux. Et parfois, moi, j'ai vu des patients qui ont erré d'un médecin à un autre et on donne des traitements symptomatiques. Et puis après, quand on a recours à cette approche, eh bien, on voit que les symptômes disparaissent sans avoir recours ni à des médicaments de synthèse, ni à quoi que ce soit. Donc, c'est une médecine fonctionnelle très intéressante qui peut apporter énormément de solutions, parfois dans des cas où, moi j'ai vu des femmes de l'âge d'une quarantaine, cinquantaine d'années avec une colopathie fonctionnelle, le syndrome de l'intestin irritable. Elles ont souffert pendant 20 ans, 25 ans, et ils ont suivi ils ont vu des médecins, des gastro-entérologues, on fait des coloscopies, des fibroscopies. Après, on leur dit, vous n'avez rien, c'est dans votre tête. Et les personnes sombrent dans la tristesse, l'angoisse et l'anxiété. Et lorsqu'on a recours à cette approche, eh bien, tout se débloque et ils se trouvent la santé et la joie de vivre.
Alors, la question qui se pose aussi, quelle est la différence entre une allergie au gluten, une intolérance au gluten et une maladie cœliaque? L'allergie au gluten, elle est liée donc à des anticorps de type IgE. La réaction est brutale. Les intolérances au gluten, ce sont des anticorps de type IgG, c'est-à-dire la réaction est tardive, comme dans les intolérances alimentaires. Tandis que la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune. Et dans ce cas-là, si c'est une maladie cœliaque, il faut absolument supprimer à vie le gluten. Quand on est intolérant au gluten, on peut guérir. Quand on est une allergie au gluten, on peut guérir si on est désensibilisé par un allergologue. Alors, maintenant, il y a une question importante qui se pose, vous l'avez posée, c'est que quelle est la différence entre intolérance au lactose et intolérance aux protéines au lait? L'intolérance au lactose est liée à un déficit en lactase. Et très souvent, des patients qui venaient me voir me disaient, oh, docteur, j'ai une intolérance au lactose. Mais en réalité, ils étaient intolérants aux protéines de lait et pas au lactose. Il y a des examens biologiques simples qui permettent de faire la distinction entre ces deux situations parce que la prise en charge n'est pas la même. Et enfin, il y a des intolérances aux additifs alimentaires et aux sulfites. Les additifs alimentaires aujourd'hui qui sont autorisés en Europe, il y en a plus de 350. Et parmi ces additifs, beaucoup de gens ne supportent pas ces additifs. Soit il y a une intolérance, soit il y a une allergie. Et dans le livre, je décris d'une façon très détaillée la différentes situations, comment les corriger et comment améliorer l'état de ces patients. Ouais, ce qui est hyper intéressant d'ailleurs. Et voilà, dans votre livre, vous abordez, vous consacrez 2 chapitres complets à la relation, aux relations intestin-cerveau. Donc, qu'est-ce qui caractérise ces relations, si vous pouviez nous en dire plus? Très bonne question. Le cerveau et l'intestin communiquent constamment ensemble. À chaque fraction de seconde, il y a 8 messages qui partent de l'intestin au cerveau et 2 messages qui partent du cerveau à l'intestin. C'est pour cela, lorsque notre intestin va mal, très souvent, on est anxieux, on est déprimé, on n'a pas le moral. Et inversement, quand on a des troubles psychiatriques, souvent on s'est rendu compte, ou des troubles de l'humeur, que le patient, il a de la diarrhée, il a de la constipation et l'intestin ne va pas. Donc, ces deux organes sont intimement liés. On sait par exemple que aujourd'hui, vous prenez euh, 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 un Européen sur 5, il souffre de troubles de l'humeur et du comportement. Ces troubles de l'humeur et du comportement, ça peut être l'anxiété, la dépression, l'agressivité, l'addiction, addiction au jeu, au sexe, ça peut être une hyperactivité chez les enfants, de l'autisme, ça peut être un syndrome bipolaire, ça peut être la paranoïa ou la schizophrénie. Dans toutes ces situations, elles sont fréquentes et la médecine classique, elle propose dans un premier temps des traitements à base d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, etc. Lorsqu'on donne un antidépresseur, eh bien, une fois sur 3, le résultat marche bien et les gens s'améliorent. Une fois sur 3, le résultat est mitigé et une fois sur 3, il n'y a pas de réponse. Et même lorsqu'il y a une réponse thérapeutique, sur le long terme, il y a un risque d'accoutumance et un risque d'effet secondaire. Or, aujourd'hui, il y a, grâce à des travaux de psychiatres nord-américains qui sont spécialisés également en micronutrition, eh bien, on peut avoir recours à la micronutrition pour améliorer l'état psychique et mental de ces gens-là. Mais comme nous avons vu qu'il y a un lien intime entre le cerveau et l'intestin, il faut commencer avant tout, pour les gens qui ont des troubles de l'humeur et du comportement, de regarder du côté de l'intestin. Est-ce qu'il y a une dysbiose? Il faut la corriger. Est-ce qu'il y a une hyperperméabilité intestinale? Il faut la corriger. Et ensuite, il y a 3 tests, 3 examens biologiques qui sont simples, on peut les conseiller à ces patients. Si ces 3 tests vont nous donner une idée sur le fonctionnement biochimique du cerveau. Et on s'est rendu compte que lorsqu'il y a des troubles du comportement, il y a un de ces 3 phénotypes. Soit il y a un défaut de méthylation, et ça on peut le savoir en dosant l'histamine, soit le rapport cuivre-zinc est perturbé, c'est-à-dire soit il y a un excès de cuivre, soit une carence en zinc, et les carences en zinc sont fréquentes, ça touche 30% de la population, soit la présence
anormal de pyrrole dans les urines et auquel cas il faudrait complémenter par de la vitamine B6 et la forme active de la vitamine B6. Donc, avec la micronutrition, on peut ramener à la normalité et à l'équilibre ces tests-là et ainsi on peut combattre tous ces symptômes de troubles de l'humeur et du comportement chez les individus. Et alors moi, je voulais vous poser la question, quel est l'impact de notre alimentation sur sur notre longévité, mais aussi sur l'environnement? Alors, très bonne question. Il y a des scientifiques et des démographes qui ont parcouru la planète entière et ils se sont rendus compte qu'il y a 5 zones où les gens vivaient vieux, nonagénaires, même des centenaires, et ils ont appelé ça les 5 zones de longévité. Les 5 zones bleues de longévité. Pourquoi bleu? Parce que sur la carte géographique, avec un feutre bleu, il mettait là où il y avait les gens qui vivaient longtemps. C'est le cas, par exemple, dans le pourtour de la Méditerranée, notamment dans l'île de Crète en Grèce, en Sardaigne en Italie. C'est le cas de l'île d'Okinawa au Japon. C'est le cas dans le sud de la Californie, dans une région qu'on appelle Loma Linda. Et c'est le cas, par exemple, en Amérique centrale ou dans une région qu'on appelle la Nicoya de Costa Rica. Eh bien, dans ces 5 zones de longévité, les scientifiques ont constaté qu'il y avait des caractéristiques en commun. Quelles sont ces caractéristiques en commun? Premièrement, un équilibre alimentaire chez toutes ces populations. Deuxièmement, pas d'abus d'alcool, pas de tabagisme chronique. Un mode de vie excellent, exercice physique jusqu'à un âge très avancé, marche à pied, natation, vélo, jardinage, pêche, etc. Pas de pollution, pas de stress chronique. Ensuite, ils ont constaté que dans ces populations-là, les liens familiaux, les liens amicaux sont très solides. Et enfin, ces gens-là, ils ont une forte spiritualité indépendamment de leurs convictions religieuses. Tous ces facteurs combinés font aujourd'hui la recette de cette exceptionnelle longévité dans ces 5 zones bleues de la longévité. Quant au choix alimentaire pour protéger le climat et la planète, aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est un véritable souci pour les prochaines générations. Et la production alimentaire, à elle seule, elle produit non loin de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, chacun à son niveau, il peut contribuer à réduire les effets des gaz à effet de serre en changeant certaines choses simples. Premièrement, en luttant contre le gaspillage alimentaire. Inutile d'acheter des produits, les mettre au fond du réfrigérateur ou dans un placard et que dans quelques temps après, on se rende que c'est périmé et qu'on va jeter. Donc, là, le gaspillage alimentaire à lui seul, si on le réduit tous, eh bien, on peut espérer réduire 8% des gaz à effet de serre. Deuxième chose, c'est de réduire la consommation de viande parce que la production de viande entraîne énormément de gaz à effet de serre. Donc, au lieu de consommer 4 à 5 fois par semaine de la viande, on peut se contenter de voire même 2 fois par semaine, à raison de 150-200 grammes par repas de viande. C'est largement suffisant. Ça nous apporte les vitamines dont on a besoin, ça nous apporte la vitamine B12, ça nous apporte le fer, etc. Donc, simplement en réduisant notre consommation en fer, il faut pas oublier que l'homme est omnivore. Il a besoin de la viande et il a besoin des végétaux. Mais uniquement en réduisant cette quantité, on peut espérer réduire de 10 à 20% les gaz à effet de serre. Et enfin, la consommation d'aliments de saison produits localement. Ça réduit de 10% les gaz à effet de serre parce que les aliments qui proviennent en toute saison des 4 coins du monde et ont traversé la planète par des gros avions, eh bien, ceux-ci entraînent et favorisent les gaz à effet de serre. Donc, nous voyons avec des mesures simples, des mesures de bon sens,
on peut espérer réduire considérablement les gaz à effet de serre et conserver ainsi notre planète pour les futures générations. tout en conservant une bonne santé. Donc voilà, moi pour moi, je voulais vous donner l'occasion de mettre un petit mot de la fin, vu qu'on arrive à la fin de cette présentation. Donc je vous écoute. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à dialoguer avec vous et Merci. j'espère que le lecteur aura autant de plaisir à lire ce livre que le plaisir que j'ai eu à l'écrire. La première édition a été épuisée, nous sommes à la deuxième édition et tous mes droits d'auteur vont à l'Institut Pasteur pour financer la recherche.